Dans l'actualité ce soir, à la une, visite d'État du président togolais en Guinée, Faure Gnassingbé vient traduire la solidarité de son peuple à l'endroit du peuple guinéen éprouvé par l'épidémie d'Ebola. Lutte contre Ebola, un produit d'origine japonaise, donne des résultats probants sur des malades d'Ebola. Expérimenté à Guékédou, ce médicament a été présenté au président de la République par des chercheurs français. Et puis les femmes guinéennes expriment leur ras-le-bol contre les mutilations génitales féminines. Elles l'ont manifesté en ce 6 février, décrété journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République du Togo est arrivé cet après-midi à Conakry. Faure Essozina Gnassingbé vient traduire la solidarité de son pays à l'endroit de la Guinée éprouvée par la maladie à virus Ebola. C'est le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, qui a accueilli son hôte de marque à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le cérémonial d'arrivée avec Mahmoud Bari. C'est à 17h45 que l'avion du président togolais a atterri ce vendredi ici à l'aéroport international Conakry-Bessia. Professeur Alpha Condé accueille au bas de la passerelle Faure Gnassingbé, superviseur du processus de la CEDEAO sur la lutte contre la maladie à virus Ebola. Les présidents guinéens et togolais procéderont ensuite au salut du tricolore national sous le rythme de la Numba. Le président togolais vient traduire la solidarité de son pays ainsi que de son gouvernement à l'endroit du peuple guinéen éprouvé par l'épidémie à virus Ebola et qui a endeuillé plusieurs familles et éprouvé l'économie nationale. Cette visite d'État et d'amitié du président Faure Gnassingbé est une marque de sympathie, mais surtout une reconnaissance des efforts fournis par le président Alpha Condé qui a su mobiliser la communauté internationale en faveur des pays touchés par le virus. Faure Essozina Gnassingbé a apprécié la détermination des Guinéens à finir avec Ebola en vue de promouvoir le programme de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il a ainsi rassuré de son engagement ainsi que celui de la CEDEAO à accompagner la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone dans la lutte contre la maladie, mais aussi soutenir toutes les actions tendant à renforcer l'intégration sous-régionale. Pour lui, le programme Zéro Ebola en 60 jours, adopté par le gouvernement guinéen, prouve la volonté des autorités à sauver les populations. Ici à l'aéroport, le président togolais et guinéen se sont prêtés à nos questions. Je suis venu dire que nous sommes fiers de l'évolution des choses. Nous sommes fiers du président pour son leadership, pour son engagement et pour la sérénité qu'il a gardée face à ce cauchemar. Nous sommes fiers parce que, souvenez-vous, on nous promettait le pire quand nous étions avec le président à New York au mois de septembre. On disait que le pic de la maladie serait à la fin de cette année, à la fin de l'année 2014 ou au début de l'année 2015. Et on craignait l'explosion au-delà des 3 pays affectés. Donc ici, grâce à son leadership, grâce au travail du gouvernement, au courage du peuple guinéen, vous avez inversé la tendance. Comme je l'ai dit ailleurs, en contenant la maladie ici, l'épidémie ici, en éradiquant l'épidémie, vous nous préservez les autres pays de la sous-région. Puisque si l'épidémie sortait de ces 3 pays, personne ne serait à l'abri. Je suis également venu dire que nous devons plus que jamais concrétiser notre solidarité en n'isolant pas les pays qui sont affectés. Je sais qu'il y a encore des incompréhensions, mais nous ne cesserons jamais de le dire. Je crois qu'au sein de la communauté des experts, il y a un consensus, pour ne pas dire il y a une unanimité. Même l'OMS le dit, ce n'est pas une bonne chose que d'isoler les pays qui sont affectés. Ce n'est pas une bonne mesure, elle n'a pas d'efficacité. Au contraire, elle est contre-productive, elle est nuisible. Donc j'espère que nous allons réussir à convaincre ceux
qui sont encore réticents ou ceux qui hésitent encore. C'est une très grande joie pour moi de voir fouler le territoire guinéen et surtout l'engagement qu'il a. Il ne faut pas oublier que le Togo n'a jamais fermé ses frontières ni ostracisé nos compatriotes. Donc nous allons pouvoir échanger parce que nous devons préparer ensemble non seulement la lutte contre l'Ebola pour qu'on arrive à Ebola 0 dans les 3 pays, parce qu'il ne faut pas oublier que tant qu'il y a un seul cas dans un des 3 pays, on n'est pas sorti. Mais aussi nous devons discuter de l'après-Ebola, c'est-à-dire comment nous aider à redresser notre économie. Vous savez déjà qu'au niveau de l'Union africaine, il y a une demande à l'unanimité de l'annulation de la dette des 3 pays. Donc je pense que c'est toutes ces questions que nous allons discuter afin que non seulement nous arrivions à vaincre l'Ebola définitivement, mais aussi que nous puissions relancer nos activités économiques qui ont subi beaucoup de dégâts au moment où nous allons nous envoler. C'est un très grand plaisir pour moi de le recevoir. Après cette interview, les 2 chefs d'État ont pris le chemin du palais Sékou Touréa où déjà un premier tête-à-tête a eu lieu. L'arrivée du président togolais Faure Gnassingbé a mobilisé plusieurs compatriotes togolais vivant en Guinée. Parmi ces compatriotes, M. Jean-Marie. Il réside à Conakry depuis 1991. Rose Pocho l'a suivi de sa maison jusqu'à l'aéroport international de Conakry-Bessia. D'autres Togolais se sont également exprimés sur les réalités du pays hôte. Suivez. Cet après-midi, Jean-Marie Molontété et ses enfants ferment tôt leur commerce. Direction l'aéroport international Conakry-Bessia pour accueillir leur président Faure Essozimna Gnassingbé. Aujourd'hui, on attend vraiment recevoir notre chef d'État togolais qui vient rendre visite à son ami, frère et ami en Guinée ici. Notre chef d'État, pourquoi il vient ici? Parce que vraiment, la Guinée, le Togo ont vécu des temps dans l'amour et puis dans la fraternité, dans la bonne gouvernance et dans une bonne politique. Depuis 1991, ce Togolais vit en Guinée. Il est arrivé grâce à une société de la place. Aujourd'hui retraité, Jean-Marie Molontété et sa famille résident encore dans le pays, même si cela lui coûte de faire des va-et-vient. Ma satisfaction est que depuis lors, j'ai retrouvé les parents togolais en Guinée ici, très soudés autour du consulat, dans une communauté forte. À l'aéroport international Bessia, de nombreux Togolais sont mobilisés. Aujourd'hui, on compte plus de 300 Togolais sur le sol guinéen. Ils sont pour la plupart ingénieurs, commerçants. À Conakry, la cohabitation avec les gens se renforce avec le temps. C'est dans le souci d'unir tous les Togolais que ce parti a été créé. C'est un creuset national. Et donc, ça a été une chance pour nous Togolais. Et ce parti, avec la politique de réconciliation de son président Faure Gnassingbé, il a appelé le Togo à l'union et nous sommes tous à l'union. Nous vivons dans l'unité en Guinée ici. Cette communauté togolaise est dirigée par un consul. Fort des relations entre les 2 pays, ses représentants souhaitent la mise en place d'un consulat ou d'une ambassade pour faciliter les échanges. Nous souhaitons simplement que la coopération guinéo-togolaise se renforce. Et si éventuellement ils pensent à nous pour nous créer une ambassade, c'est déjà bon. Pour faire un document aujourd'hui, il faut quitter jusqu'au Togo. Voyez-vous ce que ça fait? Je dois le souhaiter la bienvenue et de cœur, on est avec lui. Et je crois que tous nos compatriotes. L'arrivée du président est une opportunité de relancer la coopération entre Conakry et Lomé avec l'ouverture très attendue des ambassades. En bref et en image, autre témoignage de l'amitié entre la Guinée et le Togo, en prélude à la visite du président Faure Gnassingbé à Conakry, une soirée culturelle guinéo-togolaise a été organisée hier ici à Conakry. À l'occasion, le Ballet national du Liban rejouait sa célèbre pièce La Sérénade des Vierges, un spectacle ponctué par des témoignages sur les œuvres de Gnassingbé père décédé il y a 10 ans.
Retour au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu en audience ce vendredi une équipe de médecins-chercheurs français conduite par l'ambassadeur de France en Guinée. Cette équipe est sous le terrain à Guékédou dans le cadre de la riposte à Ebola par la France au sein de la communauté internationale. À Guékédou, l'équipe a expérimenté un médicament d'origine japonaise qui donne des résultats probants sur des malades d'Ebola dans les 3 premiers jours. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabim Silla, bureau de presse de la présidence de la République. Dans la préfecture de Guékédou, foyer principal du virus Ebola, en Guinée, le test du médicament de fabrication japonaise sur des malades de l'épidémie Ebola a donné des résultats probants. Cette équipe de médecins, chercheurs français, spécialisés dans la lutte contre le virus Ebola, est venue faire part au président Alpha Condé de cette bonne nouvelle. Introduite auprès du chef de l'État par l'ambassadeur de France en Guinée, Prosser Lévy et son équipe ont aussi renouvelé au professeur Alpha Condé le soutien du président François Hollande et son gouvernement. Jusqu'à maintenant, la réponse avait été très peu médicale. Médicale au sens, quand il y a une maladie, en général, on a un médicament en face. Et il a fallu un peu de temps, et c'est normal, pour essayer de tester un médicament contre le virus Ebola. Et c'est un essai qui a été réalisé en Guinée, dont on a fait part donc des premiers résultats au président, qui sont des résultats, 1, très préliminaires, 2, qui portent sur les 80 premiers patients qui avaient été inclus dans cet essai, et 3, qui donnent un signal. Ce n'est pas autre chose, c'est un signal ou un espoir, aussi c'est l'autre mot, un signal ou un espoir, permettant d'envisager que peut-être on a un médicament qui permettrait de réduire la mortalité de cette maladie Ebola. Très satisfait du net recul d'Ebola sur le terrain, le président de la République est toutefois persuadé qu'il faut continuer à sensibiliser et maintenir la vigilance. Effectivement, la France a essayé un médicament qui a déjà essayé en France et qui a été essayé ici depuis le mois de novembre à Guékédou et qui a donné de bons résultats. Maintenant, il s'agit d'étendre cela à d'autres centres comme Koya, Fort Karea, Conakry et Zérokouré, parce que ce médicament a montré que si les malades sont pris très tôt, leur chance de guérison est très forte. Donc, il s'agit maintenant d'utiliser cela, mais dans des conditions sécurisées, dans des centres sécurisés, pour que là où il y a les réticences diminuent, que les gens se rendent compte qu'ils ont toutes les chances de guérir à condition qu'ils viennent très tôt. Donc, nous avons donné notre accord pour que ce médicament qui a fait ses preuves déjà depuis le mois de novembre à Guékédou soit étendu dans les autres centres. C'est l'objet de la visite de la délégation française. La deuxième, maintenant, c'est comment accompagner la Guinée, comme vous avez dit, pour le système d'alerte, et aussi comment nous organiser sur le plan du système sanitaire, parce qu'il y a l'Ebola aujourd'hui, mais il y a d'autres maladies comme méningite, etc. Et le paludisme, comment faire en sorte que la lutte contre l'Ebola ne diminue pas la lutte contre les autres maladies. Toutefois, le gouvernement guinéen et le gouvernement français coopèrent activement dans le cadre de la préparation et la bonne gestion de l'après-Ebola. L'espoir est donc permis quant à l'éradication totale de cette maladie. La stratégie zéro Ebola en 60 jours se poursuit à travers le pays. Pour la bonne marche de l'opération, une réunion technique s'est tenue à la primature sur le mode de fonctionnement des comités de veille. Avec les acteurs impliqués dans la lutte contre cette épidémie, le Premier ministre voulait s'assurer de l'efficacité de ces comités de veille. Hadi Kamara Kabasouma, bureau de presse de la primature. Dans la lutte contre la fièvre à virus Ebola en Guinée, le gouvernement multiplie les contacts et les initiatives, ce qui explique cette rencontre du Premier ministre Fofana avec tous les acteurs impliqués dans le processus de lutte contre cette épidémie en Guinée. Dans la foulée, plusieurs dispositions ont été envisagées pour valoriser les comités de veille. Nous avons tenté plusieurs fois de faire une lumière sur ces structures privées. Il y a 2 catégories de privés. Le formel, ça c'est maîtrisé. Nous avons vraiment toute la situation du secteur formel qui nous fournissent même les rapports statistiques. Parce que la ville de Conakry, c'est une même population. Tous les acteurs de santé qui travaillent dans la ville de Conakry
ont les mêmes populations. Nous avons engagé la bataille là depuis très longtemps. Mais voilà que l'informel nous crée assez de problèmes. Mais évoluer en solo, en médecine, c'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre et tout connaître. Ici, le Premier ministre Fofana, entouré de certains membres du gouvernement, a voulu s'assurer de l'efficacité des comités de veille, des comités mis en place pour permettre aux agents de santé de répertorier les foyers de réticence. Pour vite gagner la bataille, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a invité tous les acteurs à un recensement général de toutes les cliniques dans la ville de Conakry. Il a également exhorté les populations à accepter et respecter toutes les règles d'hygiène susceptibles d'éviter le virus Ebola. Autre séance de travail à la portée, cette fois-ci, sous l'évaluation des actions menées sur le terrain et des propositions à envisager pour réussir zéro Ebola en 60 jours. La rencontre a regroupé une délégation de la coordination des opérations nationales et internationales de riposte à Ebola et l'ensemble des acteurs impliqués dans cette lutte. Cheikh Sankon apporte des précisions. Cette réunion de suivi-évaluation va permettre à toutes les parties prenantes de porter un regard dans le rétroviseur en vue de rectifier le tir si possible pour zéro Ebola en 60 jours. Je pense que la Guinée a fait un très gros effort, en particulier au cours des derniers mois, dans la lutte contre Ebola et que les résultats sont en partie là. Les chiffres ont très nettement diminué en Guinée comme dans les deux autres pays, mais aussi en Guinée, il faut bien le dire. C'est lié évidemment à l'ensemble des réponses qui ont été apportées. Pour les partenaires étrangers, même si avec l'engagement des acteurs la propagation a ralenti, il faut reconnaître qu'il y a encore des foyers de réticence qu'il faut vaincre en renforçant la garde. Nous ne pourrons atteindre la cible de zéro Ebola en 60 jours que si nous avons zéro réticence. Donc des recommandations ont été faites pour cela. En particulier l'implication beaucoup plus importante des autorités administratives, des autorités politiques, des autorités religieuses, des autorités traditionnelles et de la communauté dans son ensemble pour qu'on ait zéro réticence. Un deuxième point important de cette réunion, c'est l'organisation d'une surveillance au niveau des frontières. Ces mesures pourront nous mener en 60 jours sans Ebola et freiner l'introduction du virus sur le territoire national. En bref, l'annulation de la dette extérieure des pays frappés par Ebola. Le conseil d'administration du FMI met en place un fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes pour renforcer l'aide apportée aux pays à faible revenu, victimes d'une catastrophe de santé publique. Ce matin à Conakry, le gouvernement guinéen salue la décision du FMI et parle d'avancées encourageantes. L'annonce du FMI fait suite aux consultations internationales menées par le président Alpha Condé au nom des 3 pays touchés par Ebola. En bref et imagé, Paris, la ville lumière, a abrité ce vendredi le forum économique franco-africain. Les échanges ont porté sur la croissance, les innovations financières et le développement. Pour l'occasion, François Hollande a annoncé la mise en place d'une banque de l'exploitation pour tous les pays africains. Ce dispositif sera mis en place d'ici la fin du mois de mars. Par ailleurs, le président Hollande a réaffirmé son engagement de mettre en place 20 milliards d'euros d'investissement de l'Agence française de développement sur 5 ans en Afrique. Nous nous acheminons vers la fin du processus du 3e recensement général de la population et de l'habitation. Après les résultats préliminaires, la Direction générale de l'Institut national de la statistique a donné des informations sur les travaux en cours. Il s'agit pour cette direction de communiquer davantage avec la population sur la transparence qui caractérise ce recensement. Le récit de ce point de presse avec Sekou Fernand Kourma et Isiaga Kamara. Le dernier recensement général de la population et de l'habitation de celui de 1996. Cela explique que les données statistiques du pays n'étaient plus fiables, compte tenu de l'évolution des indicateurs démographiques et infrastructurels. Étant donné que les Nations Unies exigent de chaque pays un recensement tous les 10 ans, c'était une nécessité pour la Guinée d'être à jour. On ne peut pas continuer de 1996. 18 ans durant, la réalité démographique change. Et c'est ce qui surprend certaines personnes quand nous disons aujourd'hui que c'est la région du Kankan qui a un effectif plus important. Alors qu'en 1996, c'était la région des Zérékoré. Conakry a continué à avoir les 15% de la population totale.
pour des raisons que nous allons expliquer plus tard, quand nous allons voir toutes les informations sur les phénomènes qui peuvent expliquer l'évolution de la population, d'une population, à savoir la natalité, la fécondité et surtout la migration. Une communication claire des services impliqués dans le dernier recensement permet de situer le niveau d'avancement du processus. C'est dans ce contexte que l'Institut national de la statistique donne des précisions sur cette opération qui donne un résultat provisoire d'environ 11 millions d'habitants. Il faut qu'on communique davantage désormais sur le recensement. C'est par cette façon seulement qu'on peut rassurer les uns et les autres sur la qualité et la fiabilité des données que nous avons collectées sur le terrain. Financé à hauteur de 8 millions de dollars, ce recensement a mobilisé 9000 agents recenseurs, 740 contrôleurs et 2000 chefs d'équipe, tous formés par le Fonds des Nations Unies pour la population. Avant les résultats définitifs, l'Institut national de la statistique a besoin de fonds pour exécuter certaines charges internes. Des jeunes cadres compétents, compétitifs et performants, c'est l'objectif visé par le ministère de la fonction publique à travers son projet Rajeunir et féminiser l'administration. Le projet porte déjà ses fruits car les cadres de la deuxième promotion de jeunes fonctionnaires recrutés viennent de recevoir leur certificat de fin de stage. Reportage signé Mamadi Gassama. Sont tous de la deuxième promotion des jeunes fonctionnaires recrutés au compte du projet Rajeunir et féminiser l'administration. Au terme de leur formation, ces jeunes fonctionnaires stagiaires reçoivent leur certificat de participation. Sur 391 inscrits, seulement 294, dont 40 femmes, sont certifiées. Leur spécialité, le management des administrations. Ces attestations sont délivrées par l'Institut Sciences Po de Bordeaux. En plus des apports théoriques, les thématiques ont été adaptées au contexte de notre pays à travers des études de cas qui ont donné l'occasion aux stagiaires d'échanger sur les expériences et les pratiques observées dans leurs structures respectives. Ces sessions de formation ont permis à ces jeunes cadres de renforcer leurs capacités, mais aussi d'améliorer leurs performances à travers la mise en œuvre de méthodes de conception et de gestion de projets, de réformes et de modernisation de l'administration publique. Nous saisissons cette opportunité pour dire toute la reconnaissance qui est la nôtre à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, pour avoir fait de la jeunesse l'acteur incontournable du développement de notre pays, en initiant le projet Rajeunir et féminiser l'administration guinéenne. C'est donc l'occasion de se réjouir de la qualité de la population franco-guinéenne. C'est en partie grâce à elle que cette formation permettra à près de 1200 jeunes universitaires, pour la plupart, de se familiariser, de connaître les arcanes et les techniques de l'administration publique performante. Le projet Rajeunir et féminiser l'administration est fondé sur la base d'un concours interne de recrutement. Depuis le lancement du projet en 2012, il a réussi à former 800 jeunes cadres de l'administration centrale, soit 400 fonctionnaires par promotion. Le ministre délégué des Guinéens de l'étranger a le profond regret d'informer le peuple de Guinée du naufrage d'un bateau le 30 janvier 2015 au Maroc en partance pour l'Europe, causant des pertes en vie humaines. Parmi ces naufragés, il y avait 16 Guinéens, dont 8 personnes décédées et 8 rescapés. À cet effet, le ministère en charge des Guinéens de l'étranger présente ses condoléances aux familles des victimes et à tout le peuple de Guinée. Le ministère profite de cette douloureuse occasion pour lancer un appel aux parents de sensibiliser davantage la jeunesse sur les méfaits de l'immigration clandestine. Le ministère reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Sanoussi Bantamasso, ministre délégué des Guinéens de l'étranger. Insertion des couches juvéniles des jeunes diplômés était en formation sur la commercialisation du sol de Guinée et la réalisation d'une étude de marché. Une action du cadre intégré renforcé CIR avec pour objectif de soutenir le processus d'insertion des jeunes dans les activités économiques en Guinée. Falil Diallo, compte rendu. Associer les jeunes et les femmes à la vie active en leur offrant les moyens et opportunités qui concourent à créer leurs propres affaires, c'est l'objectif de cette session de formation en faveur des jeunes diplômés sans emploi. Initié par le CIR, ce premier groupe est venu d'une entreprise de commercialisation de sel en Guinée. Il s'agit pour le cadre intégré renforcé de soutenir le processus d'insertion des jeunes dans les activités économiques.
Aujourd'hui, on parle de sel, on peut parler de cajou, on peut parler de la pomme de terre, de l'oignon, du café, etc. Donc ces jeunes-là ont l'espoir qu'ils vont réussir. Et nous sommes prêts à les appuyer sur toute la ligne pour qu'ils puissent partir de rien, pour être vraiment quelque chose demain pour la Guinée. Et le CIR entend par cette stratégie résoudre la problématique de commercialisation et d'exportation de certains produits locaux. En tant que responsable commercial, on a reçu une formation sur l'étude du marché. Et l'étude du marché concerne l'entreprise en général et en particulier le responsable commercial. Parce qu'on a besoin de savoir d'abord comment est-ce que le sel est vendu sur le marché guinéen. Quel est l'état du marché du sel sur notre territoire. Et le département du commerce donne l'assurance de traduire en réalité les recommandations de cette rencontre dans l'intérêt de la jeunesse guinéenne. Nous sommes inscrits dans l'initiative du chef de l'État, en ce sens que l'un des volets de son mandat, c'est d'appuyer les femmes et les jeunes à se prendre en charge. Et cette convention vient à point nommé dans ce cadre. Première du genre, cette rencontre de Conakry entend mettre les questions juvéniles comme une des priorités du programme de commercialisation des produits locaux guinéens. Les femmes guinéennes, quant à elles, expriment leur ras-le-bol contre les mutilations génitales féminines. Elles ont manifesté ce vendredi 6 février décrété journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Mobilisation et implication du personnel de la santé dans l'atteinte de la tolérance zéro à l'excision est le thème retenu cette année par la communauté internationale pour mettre fin à ces pratiques néfastes pour la santé de la femme. Mohamed De Camara revient sur cette célébration. Les femmes mobilisées contre les mutilations génitales féminines en Guinée, à plus de 96%, elles ont subi la pratique à travers le pays. La célébration de ce 6 février, Journée internationale tolérance zéro au MGF, est saisie par les décideurs et les partenaires pour intensifier la lutte contre cette pratique culturelle qui viole les droits humains des filles et des femmes. C'est pas une bonne chose pour la femme. Elle peut causer beaucoup de cas, comme mourir pendant l'accouchement, mourir dans l'excision. On doit interdire l'excision dans tous les pays et dans le monde entier. La célébration de cette journée coïncide cette année avec le lancement du programme national pour l'accélération de l'abandon des mutilations génitales féminines et excisions, financé par l'ambassade des États-Unis en Guinée. Les droits des femmes et les droits des filles sont des droits humains. L'excision est une violation de ces droits. C'est un acte de violence contre les femmes et cela constitue un risque grave pour la santé physique et mentale des personnes touchées. La problématique des mutilations génitales féminines est une question de respect des droits humains. C'est pourquoi le gouvernement du professeur Alpha Condé l'a inscrite dans ses priorités. Je lance un appel pressant à la communauté nationale et internationale pour leur engagement et leur détermination. La pratique de l'excision a tendance aujourd'hui à se médicaliser. Selon l'enquête démographique de la santé, 31% des parents des filles excisées font recours aujourd'hui aux médecins. Les autorités judiciaires du pays comptent désormais appliquer la loi pour punir les contrevenants. La Guinée est signataire de toutes les conventions internationales en matière de lutte contre les mutilations génétiques. Donc, on va respecter ces conventions. Sur le plan pratique, sur le plan judiciaire, chaque fois qu'une affaire touchera le tribunal, les sanctions vont tomber. La Guinée est le deuxième pays le plus affecté au monde par cette pratique qui prive des fois les victimes de leur intégrité physique et mentale. Ce qui nous amène à parler du mariage précoce au Népal, c'est en Inde où plusieurs jeunes adolescentes continuent de subir cette autre pratique traditionnelle. Conséquence, le taux de pauvreté et d'analphabétisme des femmes s'accroît de jour en jour dans le pays de Mahatma Gandhi. Un reportage de l'agence France Presse. Lorsqu'elle a fui le foyer de son mari. Comme beaucoup de jeunes filles dans cette région isolée du Népal, cette adolescente a été enlevée et mariée de force. J'étais partie chercher du bois dans la forêt lorsque j'ai été enlevée. L'école me manquait beaucoup, alors je me suis enfuie et je suis retournée chez mes parents pour étudier.
Le Népal a interdit le mariage des enfants il y a un demi-siècle. Mais l'UNICEF estime que 4 filles sur 10 sont mariées avant l'âge de 18 ans dans le pays. La majorité d'entre elles viennent de la communauté pauvre et souvent isolée des Dalits ou intouchables, au plus bas du système de caste hindou au Népal. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent le taux élevé d'enfants mariés chez les Dalits. Les principales sont la pauvreté, le manque d'éducation et la discrimination par les autres communautés. Ils continuent à suivre leurs traditions, ils n'ont pas changé, contrairement aux autres communautés. D'après des études, 3 Dalits sur 4 sont mariés à l'adolescence, voire plus tôt. Cette jeune fille aimait étudier et rêvait de devenir enseignante. Mais enlevée à 14 ans, elle a été forcée d'épouser un paysan. Le mariage m'a volé ma vie. Je n'ai pas pu lire, écrire, finir mes études. Toute mon existence sera gâchée à travailler à la ferme. Selon les militants, la législation n'est pas assez sévère face à cette pratique. Alors ils tentent de changer les mentalités, grâce à du théâtre de rue, des émissions de radio ou des clubs pour enfants après l'école. En ce qui concerne les jeunes filles, ils prêchent souvent des convertis. Je pense que le mariage des enfants est une chose terrible. Personne ne devrait être marié aussi jeune. Chaque mois, sa famille ne gagne que l'équivalent de 70 €. L'éducation, pour elle, reste pour l'instant un rêve inaccessible. Et puis le Comité national de soutien aux équipes nationales qualifiées pour la CAN 2015 remercie tout le peuple de Guinée pour la mobilisation et le soutien moral, matériel et financier dont le CILI national a bénéficié durant sa campagne équato-guinéenne. Les mêmes remerciements vont à l'endroit du gouvernement et singulièrement à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Mes remerciements vont également à l'endroit de Madame le ministre des Sports et ses cadres, la Fédération guinéenne de football, l'encadrement technique et l'ensemble des joueurs du CILI national. Je profite de l'occasion pour dire au peuple de Guinée à poursuivre le même élan de soutien à notre équipe nationale cadette des moins de 17 ans qui doit participer aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Niamey, au Niger, du 17 février au 2 mars 2015. Signé Oye Guilavogui. Ainsi prend fin ce journal. La principale information du jour est l'arrivée du président togolais à Conakry dans le cadre de renforcement des liens existants entre Conakry et Lomé. À tous, merci de l'attention et à demain.